Ce soir-là, mon téléphone sonne et au bout du fil, j'ai reconnu la voix de Marie. J'ai tout de suite compris qu'elle avait des soucis. Elle était presque en larmes. Le problème que Marie me pose ce jour est un problème très sérieux qui est en train de ruiner le monde professionnel. En effet, Marie a un contrat à durée indéterminée dans une entreprise privée en N'Djamena et son employeur la menace de la licencier pour des raisons injustifiées. Elle fait face à un manque de reconnaissance. Son manager lui parle avec mépris. Ses propositions sont ignorées. Les collègues moins compétents qu'elle sont promus. Si vous étiez à ma place, la réponse la plus simple que tout le monde aurait voulu donner à Marie est « Tu démissionnes, quitte-les. Ce n'est pas un bon milieu pour toi. » N'est-ce pas? Mais je n'ai pas fini de présenter la situation de Marie. Elle vit dans une maison en location, ce qui veut dire payer un loyer à la fin de chaque mois. Elle s'occupe seule de ses 2 enfants qui sont inscrits dans une école privée. Elle assure aussi les soins de sa maman qui est malade. Elle a aussi discrètement déposé son CV un peu partout. Mais jusqu'à présent, elle n'a aucune offre. Vous conviendrez avec moi que la solution que Marie cherche n'est pas évidente. Ce qui est encore très troublant, c'est le fait que près d'un travailleur sur 2 dans le monde vit une situation similaire à Marie. Une forme significative de pression professionnelle. Dans les pays développés, environ 6 travailleurs sur 10 déclarent subir du stress lié au travail. La bonne nouvelle est que nous avons pu régler le problème de Marie. Je suis aujourd'hui très ravi de partager avec vous la démarche que nous avons adoptée. Nous avons fait ce que les anglophones appellent critical thinking ou encore réflexion critique en 3 étapes. La première étape, c'est d'étudier et bien connaître l'environnement professionnel de Marie. La deuxième étape, c'est d'étudier et bien définir la valeur que Marie apporte à son milieu professionnel. La dernière étape, c'est de définir les priorités, établir un plan d'action et agir. Chacune de ces 3 étapes peut être effectuée sans critical thinking et le résultat sera différent. Donc, il est primordial de bien connaître ce qu'est le critical thinking. Le critical thinking consiste essentiellement à séparer l'émotion de la stratégie. Il consiste à identifier et écrire les faits, évaluer chaque fait d'une manière objective, ôter la pression car elle cause la peur qui limite la réflexion. Il consiste à identifier ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et enfin, ça consiste aussi à maximiser la stratégie sur ce qui est sous notre contrôle et se préparer pour ce qu'on ne peut pas contrôler. Voyons de plus près la première étape qui est d'étudier et bien connaître son milieu professionnel. Voici les questions clés que Marie a traitées pour cette étape.
La première question, quelle est la culture de son entreprise? Quelles sont les réelles sources de sa pression? Est-ce une insécurité de l'emploi? Est-ce une charge de travail? Est-ce qu'un manque de reconnaissance? Est-ce une exigence de performance constante? Ou est-ce que c'est une frontière floue entre vie professionnelle et vie privée? Quels sont les collègues sur lesquels elle peut compter? À cette première étape, nous avons établi les faits suivants. L'entreprise de Marie est encore en phase de modernisation. Les dirigeants ne sont pas outillés en management organisationnel, même s'il y a un dirigeant qui est bien formé en leadership. Nous avons aussi établi que Marie fait face à une réelle insécurité de l'emploi. Dans la deuxième étape, qui consiste à étudier et bien définir la valeur que Marie apporte à son milieu professionnel, Marie a traité les questions suivantes. Quel est le bilan de compétences de Marie? Quelles sont les compétences et savoir-faire strictement importants pour l'organisation? Comment ces compétences sont en train de contribuer à la mission de l'organisation? Quelle visibilité Marie assure sur ses compétences? La deuxième étape, effectivement, nous a permis d'établir les conclusions suivantes. Marie est la seule employée qui a une formation reconnue d'ingénierie dans cette organisation. Elle apporte un réel savoir-faire en technique industrielle à son entreprise. Nous avons également établi le fait que l'entreprise de Marie a postulé à des appels d'offres internationaux. Et bien entendu, ce qui exige qu'il y ait dans cette entreprise un employé avec une expertise en ingénierie. La troisième étape, qui consiste à définir les priorités et établir un plan d'action et agir. Qu'est-ce que Marie veut pour sa carrière à court, moyen et long terme? Quelles sont les options qu'elle a pour augmenter sa contribution au succès de l'organisation et à rendre visible aux décideurs? Quelles sont les séries d'actions et attitudes correctes que Marie doit mener? Quels sont les indicateurs qui aideront Marie à suivre l'évolution de sa situation? Compte tenu de sa situation, Marie a opté pour un plan d'action sur 2 axes. Le premier axe va consister à minimiser le risque avec la stabilité. Donc, il sera question de maintenir une consistance en excellence dans toutes ses activités critiques. Il sera aussi question de clarifier les attentes de son superviseur, de documenter ses réalisations, d'améliorer sa communication et sa visibilité, de renforcer les liens avec certains collègues et managers pour avoir des alliés. Le deuxième axe va consister à rechercher les options, ajuster son budget pour épargner drastiquement son salaire, s'informer des tendances et offres dans son domaine, se former en acquérant des certifications, notamment en intelligence artificielle. En implémentant ces stratégies d'une manière assidue, Marie a su en 6 mois seulement changer la manière où elle est perçue dans cette organisation. En 6 mois. Malheureusement pour cette entreprise,
Marie a significativement augmenté son savoir-faire au point où une autre organisation lui a proposé un contrat plus attractif. Son entreprise d'origine a vraiment regretté sa démission car elle a su démontrer à toute l'organisation qu'elle apportait plus de la valeur au succès de cette entreprise. Pour conclure, je voudrais que nous retenions une chose essentielle à partir de l'histoire de Marie. La pression professionnelle n'est pas une fatalité. Toutes les frustrations qui y sont associées peuvent être stratégiquement réorientées. Il n'est plus question de subir la pression professionnelle, mais d'agir d'une manière réfléchie. Nous évoluons dans un monde du travail en constante mutation, marqué par l'accélération, l'exigence de performance et l'incertitude. Mais la pression en elle-même n'est ni positive ni négative. Elle est une énergie. Mal dirigée, elle épuise. Bien canalisée, elle révèle nos capacités, renforce notre créativité et développe notre résilience. La véritable transformation commence lorsque nous passons d'une posture passive à une posture consciente. Lorsque nous apprenons à identifier nos sources de stress, à redéfinir nos priorités, à poser des limites claires et à faire de nos contraintes des leviers de progression. Agir de manière réfléchie, c'est reprendre la maîtrise, c'est choisir nos réponses et plutôt de réfléchir sous l'effet d'urgence. C'est transformer la pression en moteur d'apprentissage et d'évolution. Alors, je vous invite à partir d'aujourd'hui à changer de regard, à ne plus voir la pression comme une menace, mais comme un signal qui pousse à ajuster, à innover, à grandir. Car au fond, ce n'est pas la pression qui nous définit, c'est la manière dont nous décidons d'y répondre. Je vous remercie. Je suis Jean-Baptiste Cordial, un passionné de l'excellence professionnelle.